Aujourd'hui, je vous emmène vers un magnifique point de vue et je vais vous montrer comment faire un superbe panorama autrement qu'avec un grand angle. Petit indice, on reste avec le 50 mm. Dans une précédente vidéo, je vous montrais l'exercice du 50 mm qui vous permet entre autres de familiariser votre regard avec les différentes longueurs focales. Et donc, je me suis servi de ce 50 mm pour créer un panorama. Et beaucoup d'entre vous sont revenus vers moi en me disant mais explique-nous la technique du panorama que tu utilises, parce que ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais en même temps, il faut respecter quelques critères. Alors évidemment, j'ai pris en compte vos remarques. Et aujourd'hui, j'ai choisi un autre lieu, tout aussi joli, enfin, je pense, pour vous montrer comment je vais faire ce panorama. On y arrive. Alors justement, le lieu, c'est déjà la première chose à laquelle il faut faire attention quand vous voulez créer un panorama. Parce qu'un panorama, pour moi en tout cas, c'est une vue dégagée. C'est un paysage assez vaste pour lequel on va pouvoir créer un format d'image, donc allongé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un panorama en photographie. C'est une image dont le rapport hauteur-largeur est de au moins un demi, voire un tiers. Donc vous avez la hauteur de l'image qui est de 1 et la largeur qui est de 2 ou de 3. Donc ça fait une image très allongée, très étirée, ce qui en fait permet de capturer tous les détails d'une vaste vue. Je vais vous expliquer aussi pourquoi la différence en fait avec un grand angle. Mais le choix du lieu est important parce que même si concrètement vous pouvez créer des panoramas avec à peu près tout, toutes sortes de lieux, je pense que le choix du lieu et d'une belle vue s'impose, en tout cas en photographie de paysage. Et puis aussi faire attention aux conditions météo, surtout si c'est vos premiers panoramas, parce que il y a un élément qui peut perturber la création du panorama. Je pense davantage au post-traitement après, mais ça se passe à la prise de vue, c'est le vent. Alors il faut éviter d'avoir beaucoup de vent, parce que lorsqu'il y a du vent, les branches de la végétation bougent et ça crée du flou si la vitesse d'obturation n'est pas assez rapide. Ce qui peut être le cas lorsque vous êtes comme moi au lever de soleil ou au coucher de soleil, donc avec une luminosité un peu faible et que vous voulez conserver une ouverture standard. Donc il faut vérifier que les éléments ne bougent pas trop pour qu'ensuite au post-traitement le logiciel puisse coller parfaitement les images entre elles. Parce que la technique du panorama après en post-traitement, c'est ça, c'est le collage de plusieurs images verticales entre elles qui vont donner une longue image horizontale. Voilà, j'arrive au point de vue et je vais vous expliquer maintenant le matériel très simple qu'il faut avoir pour créer ce panorama. Bon, alors le vent se lève un petit peu, j'espère que ça ne va pas être trop fort, comme je vous l'ai dit, pour ne pas trop perturber la création du panorama. En ce qui concerne le matériel, donc il vous faut un trépied, ça c'est très important, même si la création d'un panorama est possible à main levée, moi je le fais toujours sur un trépied. Ça me permet de m'ôter en fait de la tête des soucis en termes de repères que je vous expliquerai après. Il vous faut aussi un objectif dont la focale est assez longue, donc c'est pour ça que j'utilise un 50 mm, mais c'est aussi possible avec un téléobjectif du 70 au 100 mm, au 130 mm, tout dépend après de la
de la vue que vous avez, hein. Si elle est très éloignée et que vous voulez faire un panorama sur des détails du paysage, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faudra une longueur focale encore plus importante. Mais ici, un 50 mm est tout à fait approprié. Donc en dessous d'un 50 mm, ne descendez pas en dessous du 30 mm pour créer un panorama parce que, et c'est là la grande différence avec un grand angle, c'est que le format du grand angle est différent du format du panorama. Donc vous allez avoir une image dont le rapport hauteur-largeur ne sera pas le même. Donc vous n'allez pas couvrir toute l'étendue du point de vue. Et l'autre différence, c'est que le grand angle, de par ses caractéristiques optiques, provoque des distorsions que vous n'aurez pas avec une longueur focale plus importante, puisque avec un 50 mm, on a très peu, voire aucune distorsion dans l'image. La dernière chose à laquelle il faut penser pour le matériel, c'est une télécommande ou le retardateur de déclenchement que vous avez sur le boîtier et que moi j'utilise la plupart du temps. Donc pour éviter justement les micro-vibrations lorsque vous appuyez sur le déclencheur, ce qui encore une fois peut être le cas ici puisque bien souvent lorsque la luminosité n'est pas très forte, eh bien, avec une ouverture standard, la vitesse d'obturation est parfois trop lente et justement peut provoquer ce léger flou de bouger lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Donc prévoyez de quoi déclencher à distance, hein, ça c'est important. Au niveau des réglages, eh bien c'est assez simple. Au niveau du mode, moi je vous conseille soit le mode manuel, soit le mode priorité à l'ouverture. La chose la plus importante en fait, en termes de réglage, c'est de conserver la même exposition entre toutes les photos. Alors c'est facile à faire lorsque il fait jour, c'est-à-dire lorsque le soleil est déjà levé depuis un moment, puisque et que la luminosité est constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuages, qu'il n'y a pas de variation dans le ciel. Dans ce cas-là, c'est plutôt facile parce que les prises de vue sont très rapprochées, donc la luminosité, je dirais, n'a pas le temps de changer. En revanche, au lever de soleil ou au coucher de soleil, là, les conditions de luminosité changent rapidement. Même d'une poignée de secondes à l'autre, eh bien, la luminosité diminue ou augmente rapidement. Donc là, il faut être vigilant pour que l'exposition soit toujours la même. Petit bémol quand même, eh bien, tout cela, c'est rattrapable quand même en post-traitement puisque nous sommes en RAW, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire quand même. C'est surtout au niveau de l'aspect de la vue, du paysage. Je m'explique. Par exemple, si vous avez des nuages, que vous commencez à faire vos prises de vue lorsque la partie est au soleil, et que entre vos prises de vue des nuages viennent obscurcir le soleil, eh bien, vous allez avoir sur votre panorama des incohérences. C'est-à-dire que vous aurez par exemple une partie de cette colline là-bas qui sera moitié au soleil et moitié à l'ombre. Et ça peut poser problème lorsque vous allez encore une fois en post-traitement coller les images entre elles. Et donc il faut veiller à ce que la vue de votre panorama, la vue que vous avez, ne change pas d'aspect en fait. Alors ensuite, pour créer un panorama, eh bien, il faut incliner votre appareil photo verticalement sur votre trépied. Puisque là, nous allons prendre une succession d'images verticales que nous allons coller entre elles après en post-traitement. Donc à ce stade, ce qui est important aussi, c'est de vérifier que votre appareil est bien à niveau, de niveau. Alors moi, j'ai sur le mien, sur l'écran de mon appareil, un niveau qui me permet de vérifier que l'appareil est bien d'équerre en fait, il est bien droit, il est bien stabilisé, mais vous pouvez l'avoir aussi sur votre trépied, c'est-à-dire que souvent sur les trépieds aussi on voit qu'il y a des niveaux, c'est-à-dire une petite bulle qui vous permet de voir si votre appareil est droit ou s'il est penché, et donc à vous de rectifier en fonction de ce que donne votre niveau l'inclinaison de votre appareil. À présent, la technique en elle-même du panorama, elle consiste en quoi? Eh bien, c'est très simple. Elle va consister à prendre une succession d'images verticales, à la suite les unes des autres,
Et pour cela, il faut faire chevaucher les images entre elles. C'est-à-dire que chaque image verticale va devoir se chevaucher d'environ un tiers, à peu près. Hein. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Vaut mieux plus que moins, d'ailleurs. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de règle précise. Hein. Vous regardez pour que l'image chevauche d'à peu près 30% l'image précédente. Hein. Voilà, maintenant, je vais faire les prises de vue. Donc, c'est très simple. Il suffit donc de faire la mise au point. Là, je me suis mis à une ouverture de f11. J'ai baissé légèrement la correction d'exposition pour avoir voilà, une exposition plus correcte. Hein. Je suis en mode priorité à l'ouverture. Et j'ai donc une vitesse d'obturation de 1/60. Voilà, donc l'image suivante maintenant, je vais prendre des repères dans mon cadre, hein, ici dans la photo, pas sur la vue, hein, bien dans le cadre. Et là, je vais choisir environ un tiers de l'image. Hein, donc vous simulez en fait un quadrillage, hein, comme pour la règle des tiers. Vous regardez un petit peu ce que ça donne. Et donc, je vais pivoter mon appareil. Vous voyez, donc là, ça me donne un repère qui se trouve là-bas. Donc, bon, c'est un champ que j'ai identifié. Je vais donc maintenant pivoter mon appareil jusqu'à ce repère. Donc, c'est très simple. Hein. Il faut aller doucement, prenez votre temps, et vous pivotez l'appareil. Voilà. Mais vous pivotez l'appareil doucement jusqu'à ce que le bord de l'appareil arrive au point de repère que vous aviez trouvé. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire la deuxième image. Ah oui, petite précision importante, je n'ai pas couplé la mise au point au déclencheur, au déclenchement. Hein, je fais toujours la mise au point avec le bouton arrière de mise au point qui se trouve ici. Donc je le fais une fois, puisque la mise au point que j'effectue se trouve très loin, hein, elle se trouve là-bas sur la montagne. Donc je n'ai pas besoin de la refaire entre chaque prise. Et ça, c'est très appréciable. Donc d'ailleurs, si vous voulez que je vous explique aussi ça, dites-le moi et je vous expliquerai comment j'utilise ce qu'on appelle le back button focus. Hein, c'est le bouton de mise au point arrière. Voilà, donc maintenant, je vais de nouveau choisir un repère dans mon image, hein, qui se trouve aussi un tiers sur l'image précédente. Voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez que le trépied vous apporte énormément de confort dans la création du panorama. À main levée, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez donc non seulement devoir faire attention à vos repères pour que chaque image se chevauche bien, mais en plus, vous allez devoir faire attention au niveau, hein, l'aspect droit de votre appareil pour que il soit toujours droit. Et ça, c'est assez compliqué. Il faut avoir un peu d'entraînement et puis surtout être bien stable, hein, avoir les bras et la posture du haut du corps qui soit bien stable. Et à main levée, ça vous oblige à faire attention au niveau, c'est-à-dire à la position de votre appareil par rapport à la ligne d'horizon. Puisque là aussi, c'est un repère que va utiliser le logiciel de post-traitement pour coller les images entre elles. Donc vous voyez, ça multiplie en fait les handicaps, hein, tout simplement. Alors qu'avec un trépied, on enlève tout ça, on a juste à vérifier que les images se chevauchent bien, et puis après, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Alors, au niveau de la quantité d'images maintenant, combien faut-il faire d'images pour créer un panorama? Eh bien moi je dirais qu'il en faut quand même pas mal. Alors, un panorama, vous pouvez en créer un à partir de 3 images. Hein. 3 images verticales, ça devrait suffire à créer un petit panorama. Moi, habituellement, j'en prends 6, 7. Ça peut aller même jusque 10. Après 10, je sais que moi, dans Lightroom, puisque c'est le logiciel que j'utilise, Lightroom va galérer.
La définition des images est assez importante, hein, puisque j'ai un 42 millions de pixels sur cet appareil-là, et l'ordinateur va chauffer, et je sais que par moment, ben, il n'arrive pas à assembler plus de 10 images de cette manière. Donc j'évite de dépasser les 10, et puis après, mais ça je vous en parlerai plus tard au post-traitement, on voit combien d'images on garde. Mais je préfère en faire plus, quitte à en laisser après, c'est-à-dire que si j'en fais 12 et que je m'aperçois que 12 c'est un peu trop parce que il y a d'autres raisons qui peuvent faire que 12 ça soit un peu trop, eh bien je peux n'en conserver que 8, 9, 7, enfin voilà. Alors que si vous n'en faites pas assez, eh bien vous allez vous dire, ah ouais, si j'avais su, eh bien j'en aurais fait quelques-unes de plus, j'aurais pu allonger encore plus mon panorama, ou en fait m'assurer que tout soit bien fait. Voilà. Voilà, donc il y a une autre chose à laquelle il faut faire attention, et j'en avais déjà un petit peu parlé dans la précédente vidéo, c'est la netteté de vos images. Entre chaque image que vous allez faire, si vous avez la mise au point sur le déclencheur, contrôlez toujours entre chaque prise de vue la netteté de vos images, parce que ça va poser problème après pour l'assemblage des images en post-traitement. Hein, si vous avez une image nette et une image un peu plus floue, l'ordinateur, le logiciel va galérer et ne pourra pas le faire dans la plupart des cas, ne pourra pas assembler les images entre elles. Donc très important, vérifiez que toutes vos images soient bien nettes, hein, du début à la fin. Il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est les proportions. En fait, je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, ça peut fonctionner sans, mais moi ce que je fais habituellement, c'est que je vérifie qu'il y ait toujours une part de ciel et de terre qui soit assez importante, hein, qu'il n'y ait pas trop de différence, puisque, après ça c'est pour le post-traitement, puisqu'après le logiciel va devoir, en assemblant les différentes images, va devoir recadrer en fait. Vous allez voir que les images vont être découpées, et donc qu'il y a une partie du ciel et une partie de la terre qui vont être amputées. Voilà, et bien écoutez, maintenant le suite ça se passe en post-traitement, donc rendez-vous devant l'écran de l'ordinateur pour l'assemblage des photos et passer à la dernière étape. Et c'est à ce moment-là qu'on voit si ça passe ou si ça casse, hein. Comme je vous le disais la dernière fois, le panorama, vous ne pourrez pas savoir à l'avance, lors de la prise de vue, s'il est réussi ou s'il est raté. Ça, vous ne le saurez qu'en post-traitement, hein, alors que bon, quand on fait une photo au grand angle, à condition que l'image soit bien nette et que l'exposition soit correcte, après il n'y a pas trop de soucis à se faire, en post-traitement tout est possible. Alors que ici, on n'est jamais vraiment certain du résultat que une fois devant son écran d'ordinateur, et lorsque l'ordinateur chauffe pour assembler toutes les images, et là on croise les doigts pour que tout se passe bien. Bien, nous voici donc dans l'onglet développement de Lightroom, dans lequel j'ai importé mes images. Alors vous voyez que j'en ai sélectionné 7 qui sont ici. Donc vous voyez que si je clique sur chacune d'entre elles individuellement, eh bien elles se suivent, elles se succèdent. Donc concrètement ici, comment vous allez faire maintenant pour créer un panorama avec vos images? Eh bien vous allez commencer par les sélectionner. Voilà, vous les sélectionnez toutes, et ensuite vous allez dans l'onglet photos, fusion de photos et panorama. Le logiciel va créer un aperçu de la fusion des images entre elles pour créer un panorama, et va proposer plusieurs projections en fait. Vous allez avoir le choix entre sphérique, cylindrique et perspective. Par défaut, le logiciel va vous proposer la projection qui vous offre le meilleur rendu. Donc ici, moi je conserve perspective. Et je coche les cases recadrage automatique et paramètres automatiques. Voilà, donc c'est le logiciel qui gère tout, et moi je n'ai plus qu'à cliquer sur fusionner. Voilà, et une fois que le logiciel a terminé la création du panorama, vous obtenez donc une image très allongée, puisque vous avez ici 7 images qui sont collées les unes après les autres. Alors, personnellement, je ne retouche pas mes photos avant de créer le panorama. Je préfère avoir une vue d'ensemble pour retoucher l'image globale,
plutôt que d'appliquer des retouches à chaque image et ensuite de les assembler en panorama. Donc ici aujourd'hui je ne vais pas m'attarder sur les retouches, je vais simplement vous expliquer comment le panorama est créé. Alors si vous cliquez sur l'outil recadrage ici, vous allez comprendre ce que je vous expliquais un peu plus tôt lors de la prise de vue, quand je vous parlais des proportions de ciel et de terre qu'il fallait garder assez importantes pour que le logiciel puisse recadrer dans l'image. Parce que vous allez voir que forcément le logiciel a dû compenser, faire des compromis entre conserver une belle perspective horizontale, vous voyez que la ligne d'horizon est plutôt bien respectée, mais la contrepartie c'est qu'il doit recadrer dans chaque image, et donc moins vous aurez de proportions de ciel dans vos photos originales et de terre, et plus le recadrage sera serré en fait. Donc si vous voulez conserver une part, je dirais, satisfaisante de chacun des deux éléments, le ciel et la terre, vous allez devoir à la base déjà conserver une bonne proportion pour que, laisser la marge au logiciel pour recadrer dedans. Ensuite, personnellement, il m'arrive aussi encore de recadrer après. Vous voyez par exemple ici dans cette image, avant même d'avoir commencé à la retoucher, moi j'aurais tendance déjà à la recadrer un peu, parce que je m'aperçois qu'ici cette partie sur la droite de l'image présente selon moi peu d'intérêt. L'intérêt de la photo, du panorama, se situe dans ces deux tiers de l'image. Donc moi ce que je vous conseille c'est de recadrer le panorama dans ce cas-là. N'hésitez pas à retailler dedans pour obtenir quelque chose qui soit plus sympa. Voilà, ici ça me paraît pas mal en fait. Hop. Et vous obtenez une image qui est beaucoup plus équilibrée. D'ailleurs je m'aperçois que ici c'est pareil, le logiciel a fait une petite erreur. Hop, là ça devrait être bon. Voilà, là on est très bien. Et donc maintenant, libre à vous de retoucher l'image comme vous le voulez. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça ne change pas d'une retouche d'une autre photo. Autre petite précision par rapport à ce que je vous disais aussi sur le terrain, c'est-à-dire au niveau de la taille de l'image, qui va être très importante, puisque vous assemblez plusieurs images entre elles, qui possèdent elles-mêmes une grande résolution. Si vous regardez, si on zoome dans l'image, vous allez vous apercevoir que on obtient une résolution très importante. Vous voyez qu'on aperçoit les moindres détails au niveau de l'image. Je crois même que vous voyez qu'ici on a la montagne Sainte-Victoire. On pourrait presque apercevoir ici la croix qui se trouve au-dessus de la montagne. Donc c'est très précis. Et c'est l'intérêt du panorama aussi, c'est d'avoir une image qui est d'une extrême qualité. Voilà, donc j'espère que vous avez compris maintenant comment faire un panorama. Vous voyez que c'est pas très compliqué, il faut juste respecter bien des étapes et surtout faire en sorte qu'à la prise de vue tout soit parfait pour qu'après le logiciel n'ait plus qu'à assembler les images entre elles, parce que sinon ça va être très compliqué. Donc la netteté de vos images doit être impeccable à la prise de vue, puisque vous voyez qu'une fois que le logiciel va les assembler entre elles, il va devoir trouver des points d'accroche pour les coller entre elles. Et si vous avez des images un peu plus floues que d'autres, ça va être compliqué pour lui de les coller entre elles. Voilà, j'espère aussi qu'avec cette vidéo, vous avez compris tout l'intérêt d'oublier votre grand angle dans certains cas, de le laisser dans votre sac, de sortir le 50 mm ou une focale plus importante pour créer des panoramas qui vous donneront des vues d'ensemble qui sont différentes de celles d'un grand angle, qui sont plus détaillées, plus qualitatives, plus précises et avec un format différent. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes photos. À bientôt, ciao!